Tous, merci d'être venus pour cette dernière conférence des années 2016 du Cercle Pouchkine. Donc on a fait une conférence qui sort cette fois-ci un peu de nos thématiques traditionnelles entre la France et la Russie. Et on va parler d'un sujet très complexe et d'actualité. Donc nous avons la chance de recevoir son Excellence Darko Tanaskovic ce soir, donc, qui est ambassadeur de la Serbie auprès de l'UNESCO. Vous êtes également, vous avez été jusqu'à il y a peu prof d'université donc à l'université de Belgrade. Donc vous êtes philologue, islamologue et vous parlez de nombreuses langues, donc français, anglais, turc, arabe, serbe, russe et italien. Et vous avez été également ambassadeur de la Serbie en Turquie. Donc vous avez Monsieur son Excellence Tanaskovic va nous parler ce soir donc, de la Turquie d'Erdogan entre l'Union Européenne et la Russie. Donc, Monsieur l'ambassadeur a notamment écrit un ouvrage donc, en anglais ou en serbe. C'est la deuxième réédition donc, du néo-ottomanisme à l'erdoganisme sur la doctrine et la politique étrangère de la Turquie. Et donc, on peut voir actuellement, avec, notamment depuis cet été, avec le coup d'État, qui est très complexe de voir clair dans la diplomatie et les alliances de la Turquie, que ce soit aussi bien de la Russie, des États-Unis ou de la Syrie. Et on va essayer grâce à Monsieur l'ambassadeur, on va essayer d'y voir plus clair dans ce jeu très complexe que mène la Turquie, qui souhaite à la fois officiellement être membre de l'Union Européenne, tout en devenant, selon de nombreux experts, un régime de plus en plus autoritaire. Donc je laisse son Excellence nous parler de cette conférence. Merci à vous. Merci de m'avoir invité et de donner cette possibilité de m'adresser aux membres du Cercle Pouchkine. Je dois avouer mon ignorance, j'ignorais complètement l'existence de ce cercle, d'autant plus je suis ravi d'être ici et de découvrir un cercle très intéressant. Je devrais parler ce soir d'un thème pour lequel il me faudrait au moins 4 heures, au moins. Mais on m'avait dit que c'est entre, disons, demi-heure et 40 minutes, et après on aura une discussion. Donc c'est un thème extrêmement complexe. Et sur des choses complexes, c'est très difficile de parler, disons, brièvement, en vingtaine, trentaine de minutes, 40 minutes. Je vais faire mon mieux afin de, disons, lancer certains propos et après engager une petite discussion, puisque toujours on apprend les uns des autres. Je n'ai pas aucune prétention, une ambition d'expliquer toute cette situation. Monsieur vient de le dire, à juste titre très compliqué et complexe, mais parfois, vous savez, des choses qui nous semblent trop complexes ou que certains voudraient que nous croyons que ce sont si complexes, finalement, elles ne sont pas si complexes que ça. Il y a des vérités transhistoriques, il y a des continuités, des discontinuités. On est parfois tenté, il y a le piège d'absolutiser soit les continuités, soit les discontinuités. Le problème est de trouver la mesure, cette dialectique permanente entre les continuités et les discontinuités de l'histoire, puisque si on absolutise une continuité, on va être très étonné quand on se rend compte finalement qu'il y a aussi des discontinuités. S'il y a une discontinuité, par exemple maintenant, avec ce virage dans les relations entre la Turquie et la Russie, on se dit, ben, ça change complètement, maintenant ils sont de bons amis de nouveau, tout va changer. Non, tout ne va pas changer. Évidemment, il y a des choses qu'on doit prendre dans leur complexité, et la politique étrangère de la Turquie est évidemment une de ces thèmes très très complexes. Pour pouvoir l'aborder, on devrait évidemment créer une grille analytique. On n'a pas le temps ici d'analyser tous les aspects, et évidemment, je vous en prie de bien vouloir m'excuser pour certaines généralisations, parce que les généralisations, par définition, elles sont erronées, puisqu'elles ne peuvent pas parler de tous, elles ne peuvent pas prendre en considération, disons, tous les éléments, mais parfois c'est nécessaire pour voir plus clair de généraliser. D'autre part, je suis ambassadeur, donc j'ai
disons, casquette diplomatique. Donc, c'est toujours risqué de parler en tant que diplomate de thèmes qui sortent maintenant, disons, de mon travail diplomatique, puisque je suis près de l'UNESCO. J'essaierai ici de parler en tant que chercheur, turcologue, politicologue, mais évidemment, il y a des choses que je ne peux pas traiter, surtout certains, disons, jugements de valeur. J'éviterai de les exprimer explicitement, mais j'espère que de ma conférence et la conversation qu'on aura après, la discussion, on sortira avec quelque chose de quand même stable, au point de vue de valeur aussi. Évidemment, si on parle de la Turquie d'aujourd'hui et où elle est posée maintenant, où elle pratiquement est positionnée, il y a quelques concepts clés qu'il faut prendre en considération. D'abord, c'est le contexte global. Après, c'est le contexte régional vu macro-régional. Après, c'est la politique de la Turquie même, la politique étrangère de la Turquie. Après, c'est, ou avant même, la situation sociale et politique en Turquie. 5, c'est le rôle central qu'a la personnalité d'Erdogan. C'est-à-dire, il y a ces 5 volets. Évidemment, vous êtes très bien informés. Je connais un peu la structure ici du public, donc je ne veux pas insister beaucoup sur le contexte global, puisqu'on voit maintenant quels sont les bouleversements dans le monde, qu'il y a, disons, une réorientation de beaucoup des joueurs, des players de la scène mondiale. On a assisté à une pratiquement nouvelle guerre froide. Vous savez que la Turquie est sortie après la première guerre froide comme un État très ambitieux, puisqu'après la chute du mur de Berlin, c'est avec le président Turgut Özal que la Turquie a commencé à sortir de son, disons pas isolement, mais de son rôle au sein de l'OTAN, où était le rempart envers l'Union soviétique, quand cela s'est écroulé, quand les gens ont eu l'illusion que c'est fini avec la guerre froide, qu'il y avait un concept qui triomphait. Donc la Turquie s'est trouvée un peu encouragée pour chercher une place dans le monde, disons, en mesure de ses forces et de ses idées, disons, de la grandeur d'un nouveau empire ottoman. Maintenant, on voit que la nouvelle guerre froide a commencé pratiquement il y a un certain temps, avec l'idée que la Russie est toujours un adversaire, un danger pour le monde occidental, là où l'Europe, je peux dire, j'ose dire, malheureusement, s'est alignée avec une idée des États-Unis sur cela. Donc cela a compliqué autrement des choses. Et maintenant, avec la nouvelle guerre froide, la Turquie a trouvé de nouveaux problèmes, puisque quand il faut faire des choix, c'est important, stratégiques, le concept de néo-ottomanisme, qui est polyvalent, échoue, car il faut faire des choix tranchants que la Turquie n'a pas jusqu'à présent réussi à faire, surtout en ce qui concerne la crise provoquée par soi-disant printemps arabe, ou plutôt l'automne prolongé arabe ou l'hiver arabe, comme vous voulez. D'ailleurs, donc c'est le contexte global qui est en plein mouvement, et évidemment ça a une grande importance pour aussi comprendre tout ce qui se passe entre l'Europe, la Russie et la Turquie. Le contexte régional, vu macro-régional, est marqué surtout par le soi-disant printemps arabe et la guerre en Syrie. Puisque la Turquie se vend toujours d'avoir plusieurs avantages dans le sens qu'elle a plusieurs appartenances régionales. La Turquie est polyvalente dans ce sens. Elle est un pays musulman, c'est un pays européen, on le traite comme pays européen. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord que la Turquie soit un pays européen, d'accord, mais elle s'est traitée comme ça. Après, elle est un pays turc, un des pays turcs ou turcophones que vous voulez. Elle appartient au Moyen-Orient. Elle est un pays méditerranéen aussi. Donc la Turquie a toujours essayé de tirer tous les avantages de ses appartenances régionales multiples. Et maintenant, quand dans la région du Moyen-Orient surtout a commencé
cette nouvelle phase des différentes confrontations, nommées le printemps arabe, la Turquie s'est trouvée dans une situation à faire des choix où, précisément, le président Erdogan et son équipe, ils n'ont pas calculé bien. Donc la Turquie a échoué pratiquement, c'est une grande faillite de la Turquie en ce qui concerne le printemps arabe, et il y a les retombées maintenant, surtout en Syrie, et on peut en discuter. Donc c'est le contexte régional. En ce qui concerne la politique de la Turquie, politique étrangère de la Turquie, elle est surtout marquée à partir des années 90 du siècle dernier par le néo-ottomanisme. C'est le thème qui m'est très cher, je lui ai consacré deux bouquins, 2 études. Donc une politique de néo-ottomanisme, dont l'élaboration la plus complète se trouve dans le livre déjà fameux de Ahmet Davutoğlu, l'ex-premier ministre de la Turquie. Là, la stratégie profonde et la profondeur stratégique. Oui, la profondeur stratégique. C'est un livre important, mais maintenant, Erdogan est en train de dépasser par l'erdoganisme même le concept de néo-ottomanisme. J'en dirai après quelque chose. Donc c'est le néo-ottomanisme, on peut le discuter, il y a des gens qui n'acceptent pas ce concept de néo-ottomanisme, j'étais parmi les premiers qui l'a utilisé, je disais bien, mais si vous pouvez être un autre terme qui est plus exact ou meilleur, dites-le, mais il ne faut pas rejeter, même nier la substance du néo-ottomanisme qui existe. Évidemment, maintenant, tout le monde est d'accord que le néo-ottomanisme est une caractéristique, disons, une constante, même, dirais-je, constante de la politique de la Turquie, pas uniquement de la politique, mais de la mentalité turque, le néo-ottomanisme, et donc c'est un concept clé. Évidemment, je n'ai pas le temps de le définir maintenant, mais s'il faut, j'ai toujours ici mes papiers, on peut en discuter. La quatrième, c'est la situation sociale et politique en Turquie. Là, qu'est-ce que nous avons comme signes les plus importants? C'est d'abord l'islamisation progressive, une réislamisation progressive en Turquie. Vous savez bien qu'on a toujours traité la Turquie comme un modèle pour les autres pays musulmans, étant laïque, étant démocratique et tout ça. Mais on voit, il y a déjà un temps, que ça change. Ça a commencé à changer dans les années 70 du siècle dernier. J'étais moi ambassadeur en Turquie pendant 5 ans dans les années 90, les années très difficiles quand il y avait la guerre en Bosnie, après toute la crise au Kosovo avec les bombardements et tout ça. J'ai bien senti cette réislamisation en Turquie et la néo-ottomanisation de la Turquie. Donc cette réislamisation, on nous dit, comment c'est bête de parler d'une réislamisation d'un pays qui est à 89% musulman. Évidemment, il ne faut pas être naïf, ce n'est pas peut-être le terme le meilleur, mais quand on parle de néo-ottomanisation dans le contexte turc, cela veut dire que l'islam est en train de rentrer dans la sphère sociale et politique, sphère des valeurs, donc c'est de nouveau islamiser les musulmans qui sont devenus séculaires. Donc évidemment c'est dans ce sens qu'on utilise le terme de réislamisation progressive de la Turquie, et le président Erdogan est un islamiste convaincu, donc il a démontré toujours, il n'a même pas caché cela. Vous savez, l'Erdogan nous aide beaucoup à analyser ces concepts clés, d'analyser la politique de la Turquie, puisque là il a beaucoup de mimicry, il a toujours beaucoup de, comment on dit, le ketman. Mais lui, il le rompt toujours, il dit des choses qu'après ceux qui disent « mais non, ils ne le pensent pas, c'est pas vrai, votre pensée un peu idéologisée, ils sont seulement pragmatiques, ils ne le pensent pas ». Mais finalement, c'est lui qui dit quelque chose comme ça, et après tout le monde dit « finalement, il le pense ». Il dit maintenant que Mossoul devrait être turc, je ne sais pas quelle partie de la Syrie devrait être turque, puisque c'était ottoman, tout ça. Il y avait toujours des gens qui ne voulaient pas entendre ce que les Turcs disaient eux-mêmes. Mais ce n'est pas uniquement la question ici de la Turquie et du problème du néo-ottomanisme, ou si vous voulez de la réislamisation. C'est un langage de bois qui a été créé juste pour
dissimuler les réalités pour créer des réalités parallèles en fonction desquelles on prend des décisions politiques et après vous ne savez pas quelle est la vraie réalité. Par exemple, nous les Serbes, on était bombardés par l'OTAN illégitimement car une réalité parallèle s'était créée sur nos crimes, tout ça, tout ça. Finalement, ce n'est pas vrai, mais le bombardement était vrai. Donc c'est toujours très important et Albert Camus disait une fois qu'on ne donne pas de vrais noms aux choses, on contribue à le malheur du monde. Donc il faut reconquérir la capacité de donner de vrais noms aux choses, de mettre les yeux envers des trous, comme on dit. Donc après nous avons aussi en ce qui concerne la situation en Turquie, c'est la crise de la démocratie en Turquie et cette dérive autoritaire maintenant d'Erdogan. C'est très intéressant pour qu'on va toujours vous dire, mais non, en Turquie, c'est démocrate, puisqu'ils ont les élections régulièrement, dans une atmosphère relativement démocratique, libre, si vous voulez, et qui perd s'en va, qui gagne, il prend le pouvoir. Il n'a pas eu de problème de ce point de vue. On accepte les résultats des élections, relativement, disons, organisées dans une situation correcte. Oui, c'est vrai. Et c'est très bien, puisque c'est pratiquement l'unique pays dans le monde musulman où on a des élections de ce type. Mais c'est ce qu'on... J'ai lu récemment dans le livre de François Burgat sur comprendre l'islam politique qui vient de sortir récemment, très intéressant, qu'il faut, dans le monde musulman surtout, faire la différence entre la démocratie, la vraie démocratie, et ces gouvernements, les régimes qui sont majoritaristes, dans le sens que c'est la majorité, évidemment, vous avez la majorité des élections, mais le contenu de vos programmes, ce que vous faites après, n'a rien à faire avec la démocratie. Donc, mais on vous dit, bah, c'est démocratique, puisqu'ils ont été élus. Après commence le terreur de la majorité sur les soi-disant minorités, soit politiques, ethniques, religieuses et autres. Donc la démocratie, évidemment, est en crise, de ce sens du terme. Et je me souviens, même le président Erdogan a dit plusieurs fois, pour nous, la démocratie n'est pas un fin, mais c'est un moyen d'atteindre un fin. Donc le moyen à la démocratie n'est pas la fin de cette politique-là. Donc ça aussi, et nous avons donc l'islamisation progressive et la démocratie en crise. Et finalement, on arrive au point qui pourrait être aussi le premier en ligne, c'est le rôle central maintenant du président Erdogan. Comme on disait autrefois, la Turquie d'Atatürk, maintenant on dit la Turquie d'Erdogan. On n'a jamais parlé de la Turquie d'Özal, quoique Özal a eu, l'Özalisme était très important pour la Turquie, c'est lui qui a commencé dans les années 90 le boom de la Turquie, qui a ouvert les portes aux capitaux arabes et islamiques, le capital vert, comme on disait. Il a libéralisé l'économie et il a créé, ou pas créé, mais il a lancé le concept de néo-ottomanisme aussi. Il a parlé aussi de monde turc qui va de la mer Adriatique jusqu'au mur en Chine et tout cela. Donc, on n'a jamais, quand on parle de ozalisme, c'est vrai, mais pas la Turquie d'Özal, non. Il a la Turquie d'Atatürk, et maintenant il a la Turquie d'Erdogan, pour de bonnes raisons. Évidemment, il s'est accaparé complètement, il a personnalisé complètement la politique en Turquie. Donc c'est un aspect très important, et comme ça moi aussi j'ai changé ici le titre de mon livre, c'est la première édition seulement tout court, le néo-ottomanisme. Maintenant je l'ai changé, c'est la deuxième édition élargie, puisque aussi le destin m'a donné l'occasion d'être à Istanbul le 15 juillet, quand il y a eu le cours manqué, donc j'étais là, j'ai assisté à cet exercice, disons. From Neo-Ottomanism to Erdoganism. J'ai changé le titre, donc maintenant, de néo-ottomanisme à erdoganisme. Puisque ce que nous avons maintenant, ça échappe complètement, disons, aux coordonnées d'une certaine idéologie politique, disons, articulée, par exemple le néo-ottomanisme par Davutoğlu dans son livre, à la profondeur stratégique. Maintenant, c'est erdoganisme, c'est tout à fait personnalisé. Et
il y a dedans les éléments du néo-ottomanisme, islamisme, nationalisme turc, tout ce que vous voulez, mais surtout il y a cette, disons, dérive autoritaire d'Erdogan dont on parlait, puisque dans les années 2003-2007, c'était les années d'espoir, quand le parti AK Parti, c'est le parti d'Erdogan, et lui-même se sont comportés assez modérément. Ils étaient aussi en même temps, ils ont eu beaucoup de réussite en ce qui concerne l'économie et tout ça. Il y a une hausse des standards en Turquie. Évidemment, on parlait de la Turquie entre les années 2003-2007 comme devenant un modèle pour tout le monde musulman et pour le Moyen-Orient. Et là, les Européens, je dois dire, certains intellectuels arabes ont beaucoup œuvré dans cette direction pour montrer que la Turquie vraiment est disons, un exemple à suivre, à imiter. Mais après les années 2007 jusqu'à aujourd'hui, a commencé cette dérive autoritaire d'Erdogan. On parle de bonapartisme à la turque. Maintenant, avec la réforme constitutionnelle proposée par Erdogan, on n'aura plus le président. Et ce qui est intéressant, même le Premier ministre n'est pas prévu, mais il y a certains députés d'Erdogan, l'assistant du président. Évidemment, le président, ce sera Erdogan jusqu'à 2020, je ne sais pas comment. Et je me dis, puisque j'étais en Turquie pendant l'été dernier, quand il y avait le coup, après on nous emmenait en Bursa, un voyage comme ça, un petit... pour nous montrer que tout était sous contrôle. Et on est allé à Bursa. Pour la deuxième fois de ma vie, j'ai visité les soi-disant complexes impériaux à Bursa, où certains sultans ont leur, comme on dit en Turquie, külliye. Ce sont les complexes où il y a la mosquée, il y a le turbet où c'est payé le sultan, après ça toute sa famille, les tombes, les mausolées, tout ça, c'est un complexe, et on nomme ça külliye. En arabe, kul veut dire tout. Külliye, c'est un tout, disons, un complexe. Et il y a le complexe du sultan Mourad Ier, il y a de Selim II, tout ça, à Bursa. Voilà, maintenant, je me suis rendu compte que pendant le coup, c'est avorté, on a même écrit dans les journaux et dans la télévision, on pouvait lire que les complotistes, les putschistes, sont même attaqués le külliye de Erdogan à Çankaya. Çankaya, c'est, disons, le parti d'Ankara où se trouve la résidence présidentielle. Vous savez qu'il a bâti une résidence somptueuse, c'est fantastique, disons, c'est 1200 chambres, je ne sais pas combien tout ça. Ben, c'est la külliye. Ils ont utilisé le terme, je ne sais pas s'ils l'ont fait spontanément ou comment, mais ils ont utilisé le terme külliye qui était utilisé pour les sultans, les complexes des sultans. Donc, maintenant, cette vision du système présidentiel aurait par exemple un président fort et avec les vizirs, puisque mais ce sont les vizirs dans le divan du sultan. Donc, on n'exagère pas quand on dit, oui, puisque c'était toujours très bien, les journalistes aimaient dire ça, le sultan, comme ça, sur les premières pages, mais maintenant, en substance, c'est quelque chose vraiment très proche de cette idée de sultan. Donc, c'est très important, puisque tout autre doit être en même temps analysé en fonction de ce que ça donne pour les ambitions, la réalisation des ambitions d'un homme qui surtout veut être au pouvoir et qui absolument ne veut pas accepter, ne supporte pas aucun type de critique, aucun type d'opposition et tout ça. Donc, malheureusement, j'ose dire, la frilosité des Européens, secouée par la crise des migrants, et la place stratégique que la Turquie occupe dans le conflit au Proche-Orient, ne fait que consolider chaque jour un peu plus cette place majeure d'Erdogan occupe dans le monde. Et il en est parfaitement conscient, il possède des leviers pour différents types de chantage, et maintenant on va voir jusqu'où ça peut aller. L'histoire, empiriquement parlant, je dirais que ça ne finira pas bien pour Erdogan et la Turquie, puisque ce n'est pas la première fois que la Turquie croit qu'elle est plus forte qu'elle est vraiment,
et qu'elle peut faire plus dans le monde de ce qu'elle peut. Cela était déjà au début du néo-ottomanisme. Après, avec la crise en Syrie et tout ça, ils ont reçu un coup vraiment très douloureux, mais apparemment, ils n'ont pas tiré, surtout Erdogan n'a pas tiré de leçons, comme s'il continue de cette manière. Finalement, on va voir qu'est-ce que cela a finalement donné. Mais les choses ne commencent pas, comme je viens de le dire aujourd'hui. Donc, il y a toute une histoire. Et si vous me permettez, j'irai un peu en arrière pour expliquer comment il y a une continuité dans ces choix de la Turquie entre l'Europe et la Russie. Pour le mettre blanc sur le noir, pour l'être très clair, il n'y a pas de sincérité dans cette politique. La politique du néo-ottomanisme turc n'est pas sincère. Elle ne veut pas sincèrement, vraiment devenir partir de l'Europe, l'Union européenne. En même temps, ils ne se font pas d'illusions de leur relation avec la Russie. Mais c'est un pragmatisme qui a beaucoup d'hypocritique dans cela. Ils disent que ce sont les principes. Non, il a le seul principe, ce sont les intérêts de la Turquie, comme il voit ses intérêts, il interprète ses intérêts. Donc là, qu'ils sont plus proches des uns ou des autres, ça n'a rien à faire. Moi, je suis absolument convaincu que même dans les années 90, quand il paraissait que la Turquie était plus proche à l'Union européenne que maintenant, quand elle a eu aux années 2000, je crois, le statut de candidat, ils n'étaient pas intéressés vraiment à devenir les membres. Ils ne pouvaient pas. J'ai eu une conversation très intéressante avec le cardinal Joseph Ratzinger, quand j'étais ambassadeur auprès de son siège, le futur pape Benoît XVI, avec lequel j'ai discuté cette idée de la Turquie en Europe, puisqu'il s'est prononcé ouvertement contre cette idée. Il disait que c'était une idée anti-historique, ahistorique. Comme j'étais ambassadeur auprès de son siège, je me disais bien, je peux essayer de demander une audience pour qu'il discute avec lui, étant donné que je suis turcologue, ça m'intéresse que j'étais ambassadeur en Turquie. Il m'a reçu après 2 jours, s'il n'avait pas de problème. Le plus important cardinal au Vatican m'a reçu après 2 jours. Avec certains ministres et sous-ministres, j'attendais 6 mois. Vous savez, mais c'est la différence entre ceux qui sont vraiment grands et ceux qui ne sont rien. Finalement, il m'a reçu et j'ai parlé avec lui. Il fallait que je reste une demi-heure, c'est comme ça, disons, le protocole. Mais je suis resté 1h30. J'ai cette conversation, même reproduite ici. Ça vous intéresse après, je peux un peu vous interpréter. Simplement, la Turquie n'appartient pas à l'Europe. Et ils en sont tout à fait conscients. Et je vais vous dire une chose maintenant, je voulais le dire après, mais bien ça tombe bien pour le dire maintenant. Vous savez, qu'est-ce qui m'a beaucoup aidé à comprendre, si, je comprends, c'est une illusion, mais comprendre la Turquie, la politique d'Erdogan et la Turquie d'aujourd'hui. Quand j'étais ambassadeur en Turquie en 1996, Erdogan, à ce temps-là, il était le maire d'Istanbul, un excellent maire d'Istanbul. C'est un homme qui est vraiment très capable, c'est un homme avec de grandes qualités, dirigeant, très intelligent, bon organisateur, comme l'était par exemple Saddam Hussein quand il s'occupait des choses irakiennes, par exemple de l'industrie et le développement de l'Irak à l'époque, mais quand il a cru qu'il pourrait voler un peu plus haut, ça s'est changé. Donc, mais Erdogan, à cette époque-là, il nous a invités, j'étais membre du corps diplomatique, et on était à Istanbul, dans un beau palais sur le Bosphore, et là, je me promenais dans les salles, je regardais comme ça les ornements et tout ça. Tout d'un coup, je me trouve dans une salle comme celle-là, et dans un coin, il y avait Erdogan. Autour de lui, c'était le député de son parti à l'époque, c'est le Refah Party ici, c'est, disons, l'ancêtre de le parti AK Party. C'était le président était Erbakan, le premier ministre islamiste de la Turquie après Atatürk. Il était entouré par ces députés qui lui posaient tous en substance la même question. Il lui disait, pourquoi nous voulons l'Europe? À quoi bon ça sert? On peut très bien se passer de l'Europe. Ces États, c'est le chantage des États qui n'existaient pas quand on était un empire. Est-ce qu'il faut un Liechtenstein qui va nous dire qu'est-ce qu'il faut que nous fassions? Est-ce qu'ils vont changer notre mentalité? Ils ne nous veulent pas, nous sommes musulmans, tout ça. Pourquoi aller? Pourquoi? On peut avoir un partenariat avec eux, mais pas pour entrer. Et Erdogan a répondu d'une phrase que je n'oublierai jamais et qui a beaucoup guidé après mes recherches, disons.
Il a dit comme ça, je l'ai entendu ma propre oreille en turc, il a dit qu'ils nous laissent entrer et après ils vont voir qui nous sommes vraiment. Et ça, j'ai compris quel type de sincérité, vraiment de euro-enthousiasme on peut lire dans ces mots-là. Donc, et cela n'a jamais changé. Il lui fallait l'Union européenne, c'est-à-dire la démocratisation, pour entrer en Union européenne, pour marginaliser l'armée, puisque l'armée, c'était son rival au sein de en Turquie. Comment, évidemment, selon les normes européennes, l'armée ne peut pas présenter un État dans l'État. Il a éliminé pratiquement l'armée par des mesures démocratiques, en prétendant qu'il faut le faire puisqu'on veut aller vers l'Europe et tout ça. Donc, je veux aller un peu pour vous dire quelque chose sur comment je vois cet historique un peu des relations. Maintenant, c'est une nouvelle étape qui a été franchie par la Russie et la Turquie le mardi 9 août 2016, après la réconciliation amorcée en juin dernier. À la suite d'une rencontre en tête-à-tête à Saint-Pétersbourg, en Russie, Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan se sont engagés à rétablir pleinement leurs relations. Pour le président russe et son homologue turc, il s'agissait de mettre un terme définitif à la brouille diplomatique provoquée par la destruction d'un avion, dont vous vous souvenez bien, de chasse russe par l'aviation turque en novembre 2015, au-dessus de la frontière syrienne. Le rapprochement a été manifesté dès le mois de juin dernier, avec une première conversation téléphonique et l'expression par Recep Tayyip Erdogan de ses regrets, pas excuses, regrets, pour la destruction de l'avion russe. Cette inflexion diplomatique avait été voulue par Ankara qui cherchait à sortir de son isolement diplomatique. Mais elle est entrée dans l'isolement diplomatique à cause des erreurs qui ont été faites durant la crise du printemps arabe. Puisque vous savez, une des thèses d'Ahmed Davutoğlu dans son livre, dans sa manifeste de néo-ottomanisme, une des priorités de la politique contemporaine, moderne, politique turque, devrait être le zéro problème avec les voisins. Donc, régler tous les problèmes avec les voisins pour qu'on puisse aller avant. Et c'est tout à fait compréhensible, un pays qui veut jouer le rôle, qui a la prétention de jouer le rôle de puissance mondiale, doit avoir d'abord les situations calmes et les relations avec les voisins telles qu'ils ne provoquent pas de problèmes, et après tu peux regarder au-delà. On dit le zero problem policy with neighbors, donc c'est zéro problème politique avec les voisins. Et cela a fini d'avoir zéro ami parmi les voisins. Et ce sont les critiques en Turquie qui le disent, que cela aboutit à finalement de n'avoir aucun ami parmi les voisins à cause de la politique menée par Erdogan et son équipe. Donc, pour sortir de son isolement diplomatique qui est devenu dramatique durant la crise en Syrie, puisque Erdogan avait toujours des buts multiples et toujours foncièrement différents de ceux qui étaient déclarés, proclamés par la coalition à qui il appartenait. Et apparemment, il devait lutter contre le Daesh, soi-disant Daesh ou ISIL, mais ce qui l'intéressait, c'était que le Daesh tue de plus Kurdes que possible. Donc, c'était toujours comme ça, et finalement, elle est entrée dans un isolement très, très sérieux. Mais depuis ce début de normalisation s'est produit un événement qui a sans doute contribué à rapprocher les deux pays et les deux hommes. C'est cette tentative de coup d'État militaire le 15 juillet dernier contre Recep Tayyip Erdogan. On en parlait beaucoup. J'étais là, j'ai pu voir ce qu'on a pu voir. C'est très intéressant, un coup très intéressant. Vladimir Poutine avait été en effet l'un des premiers dirigeants à avoir condamné la tentative de putsch, et dont la foulée, le président russe n'avait rien trouvé à redire aux purges lancées par son homologue turc. Une attitude contrastant avec les critiques formulées par Washington et Bruxelles à la grande fureur d'Ankara. Là, on a vu comment on peut agir intelligemment à un moment donné et comment on peut agir d'une autre manière, évidemment, pour répéter toujours, disons, des mêmes
mêmes erreurs. Vous créez d'abord le chaos, vous êtes responsable de tout, et après vous critiquez quelqu'un sans, disons, aucune moralité pour le faire. Peut-on pour autant imaginer de la part de la Turquie un renversement d'alliance qui verrait Ankara se détourner des États-Unis et de l'Europe au profit de la Russie? Aux yeux de nombreux spécialistes de la Turquie, un tel scénario est peu probable, même si les relations entre Recep Tayyip Erdogan et ses partenaires occidentaux sont aujourd'hui au plus bas. Donc, les experts sont presque tous d'accord que ce n'est pas réalistique à s'attendre à ce que la Turquie fait un renversement complet de sa politique et qu'elle quitte ses alliances, disons, avec l'OTAN, l'Europe et tout ça, pour se tourner vers la Russie et vers l'Eurasie. Évidemment, je n'aurai pas le temps, mais ce serait intéressant de parler aussi de cette idée de eurasisme, Eurasie, qui était développée en Russie, comme on sait bien, dans les années 20 du siècle dernier, et qu'elle s'était embrassée aussi par la Turquie, mais la Turquie voyait différemment son rôle au sein de cette néo-Eurasie. Vous savez, au début, la Turquie était pendant la guerre froide, et en tant qu'un des membres de l'OTAN, le rempart, le dernier pays au fond contre le pacte de Varsovie et l'Union soviétique. Elle remplissait ce rôle, disons, ils étaient très importants à l'époque, mais la Turquie à cette époque-là n'avait aucune autonomie pratiquement de la politique extérieure, politique étrangère. Après la chute du mur du Berlin, un peu Özal, les autres, ils ont commencé à se rebeller, la politique est devenue un peu plus musclée, et ils ont voulu reconquérir, disons, conquérir ce qui était l'Empire ottoman, disons, mais pas par les mêmes moyens, mais en ce qui concerne l'influence économique, politique et tout cela. En ce moment-là, Turgut Özal disait nous sommes un pont entre l'Europe et l'Asie. Donc la Turquie joue un rôle de pont. Ce sont vous savez, les métaphores beaucoup utilisées, surtout superficiellement. On dit un pont, c'est bien, ça sent bien, il y a un pont, on passe par là, oui. Mais, quoi bon? Mais la Turquie ne s'est pas satisfaite par cela. Il n'a pas voulu être un pont. Qu'est-ce que c'est un pont? C'est le pont par où les autres passent. Donc je ne suis pas important en tant que sujet, mais je suis important en tant que, disons, un outil par lequel on passe d'un rive à l'autre. Turquie n'a pas voulu ça. Et après, ils ont dit non, maintenant nous sommes le cœur même de l'Eurasie. Donc maintenant, c'est le cœur de l'Eurasie serait là-bas. Évidemment, l'idée d'Eurasie qu'avaient Alexander Dugin et les autres en Russie n'était pas celle-là, d'avoir la Turquie évidemment comme le cœur d'Eurasie. Par exemple, même Nursullah Nazarbayev de Kazakhstan pense que Kazakhstan pourrait être... Pourquoi Kazakhstan ne serait pas, disons, le cœur de l'Eurasie. Donc ça n'a pas marché, mais il y a ce penchant d'eurasisme qui réunissait un peu les deux. Disons, les Russes, une idée russe. Nous, en Serbie, vous savez, nous avons de grands problèmes, puisque nous sommes parfois très naïfs en politique. Les idées sont naïves dans le sens qu'il y a ce que les Anglais nomment le wishful thinking. On voudrait que ce soit comme ça. Vous savez, nous sommes très proches des Russes. Et les Russes nous aident toujours. Évidemment, d'une manière ou d'une autre, mais toujours. Maintenant, le ministre Lavrov est à Belgrade 2 jours, une excellente visite et tout ça. Mais en ce qui concerne la Turquie, je mettais toujours en garde mes confrères, les analystes en Serbie, je leur ai dit, vous savez, mais la Turquie est d'abord un grand pays, avec une autre histoire avec l'islam, qui a ses musulmans, qui a ses intérêts géopolitiques de plus haute envergure que les nôtres, et tout ça. Donc prenons ça en considération, la Turquie ne peut pas se comporter vers la Turquie comme nous voudrions qu'elle se comporte, puisque nous avons le problème avec la Turquie et le néo-ottomanisme, l'appui que Turquie donne au Kosovo, l'indépendance de Kosovo et tout ça, c'était très agressif à un certain moment, maintenant ça ne s'est pas pesé, mais ils sont toujours là, ils essaient de redevenir les patrons des Balkans et tout ça, l'Europe les a beaucoup aidés en ça. Mais
ils disent, mais les Russes ne peuvent pas permettre ça. Non, ils ont une autre conception, c'est tout à fait normal. Quoique les idées et surtout les intérêts géostratégiques russes et turcs ne peuvent jamais se marier. Jamais. Ça restera toujours les pays rivaux. Mais ils doivent jouer un certain jeu des grands. Et nous sommes des petits, relativement petits. Et nous aimerions que les Russes se comportent vers la Turquie comme nous nous comporterions si nous étions les Russes. Eh bien, ce n'est pas possible, ce n'est pas réalistique. Et c'est à cause de cela qu'il faut comprendre bien ces grands jeux, les grands partenaires, tels la Russie, la Turquie et tout ça, et pas dire maintenant cela a changé, maintenant ils sont ensemble contre les autres et tout. C'est autrement plus complexe que ça. Sur le front économique, la Turquie est en effet résolument tournée vers l'Europe et vers le marché européen, c'est vrai. D'un point de vue politique, l'appartenance de la Turquie à l'OTAN et son alliance avec les États-Unis constituent un socle géostratégique d'une telle importance qu'il y a peu de risques de voir Recep Tayyip Erdogan y renoncer. Y renoncer, non, ce sont les spécialistes qui disent, mais de changer quelque chose, le rapport des forces, que déjà avec l'administration de Obama, ils ont compris qu'ils ne peuvent pas traiter la Turquie comme avant. Ils ont eu beaucoup plus de compréhension pour les idées turques qui étaient un peu en divergence avec les idées de l'OTAN, juste pour conserver ce qui était l'essentiel. Mais ils ont conservé l'essentiel et non, j'aimerais qu'on ne le voit jamais. Je ne suis pas tout à fait sûr que cela ait été conservé, puisque les relations avec les États-Unis et la Turquie sont entrées en crise pendant la Deuxième Guerre du Golfe. À cette époque-là, c'était en 2002, si je ne me trompe pas, les alliés, disons l'Amérique, les États-Unis et la Bretagne, ils ont voulu ouvrir un nouveau front au nord d'Irak, pour entrer avec leurs troupes au nord d'Irak. Et pour la première fois dans l'histoire moderne et contemporaine, le Parlement turc n'a pas donné le permis d'utiliser le territoire turc par les forces d'OTAN. C'était un grand désenchantement, un grand déboire pour les Américains. Je me souviens, c'était Colin Powell, qui était le secrétaire d'État, qui a débattu ça en Ankara. Non, le Parlement turc a décidé de ne pas laisser le passer. À partir de ce moment-là, il y a, disons, maintenant 14 ans ou même plus, rien n'est pareil dans les relations entre la Turquie et les États-Unis. Quoi qu'il y a eu des hauts et des bas, quoi qu'en point de vue déclaration, on parle toujours de notre partenariat des plus importants partenaires à l'OTAN et tout ça, évidemment, c'est la plus grande armée, soit 600 000 soldats avec une potence énorme. Évidemment, c'est important, la position géostratégique, tout cela, oui. Mais à partir de ce moment, si on analyse scrupuleusement, jamais la pleine confiance n'est rentrée dans les relations entre l'Amérique et la Turquie. Et même les États-Unis ont décidé de changer tous les systèmes de base militaires, qui ne sont plus si importants. Maintenant, ils ont peut-être évacué aussi l'Incirlik, une des plus importantes bases en Turquie. C'est la Bulgarie, c'est la Roumanie, c'est la Pologne, les pays baltiques, c'est là l'Est. Après, on n'est plus sûr. On n'est plus sûr. On ne peut pas aller là pour avoir des bases. Vous savez, c'est là commencé à changer. Donc, quand on parle de l'OTAN, il ne faut pas sous-estimer la capacité de la Turquie et d'Erdogan lui-même de créer de graves problèmes pour l'OTAN dans l'avenir. Quoique, on peut à la limite accepter qu'il ne peut pas renverser et renoncer complètement, disons, à cette appartenance à l'OTAN. L'objectif de ce dernier est sans doute d'utiliser ce rapprochement avec Moscou comme un levier, comme un moyen de pression face à Bruxelles et face à Washington. Il y a en effet plusieurs dossiers de contentieux entre la Turquie et ses partenaires occidentaux. Face aux États-Unis, la demande d'extradition de Fethullah Gülen, qui était accusé d'avoir fomenté le coup d'État le 15 juillet. J'étais un des rares qui a parlé 2 fois avec Fethullah Gülen en Istanbul avant. C'est un homme assez intéressant, mais quoi qu'on le voyait comme ça, vous ne pouvez pas voir cette grandeur, mais il a créé quelque chose, un petit empire. Face à l'Europe, l'application de l'accord sur les migrants, après
exemptions de visa pour les ressortissants turcs. En se tournant vers Moscou, Ankara se donne des moyens supplémentaires pour faire pression sur l'Europe et sur les États-Unis, sur l'ensemble de ces sujets. Évidemment, il reste en outre un sujet de friction majeure entre Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan, c'est le conflit syrien. Là, tout n'est pas encore clair. Il y a quelques jours, il y a une chute brusque de valeur de l'IRA turc. Après 2 jours, c'est la remontée. C'est la remontée quand ils ont cessé de bombarder les Kurdes. Évidemment, les banques ne devraient avoir rien avec le bombardement des Kurdes, mais vous savez, tout se tient, disent les Français. Donc, il aime chanter les gens, faire le chantage, mais il est aussi, disons, objet de chantage. Par exemple, les Kurdes, c'est un levier utilisé par les amis de la Turquie pendant ces 30 dernières années, le pauvre Kurde, puisque c'est par leur peau, ils payent, mais ils ont une détermination à créer un État. Quand vous avez un peuple tel, le peuple kurde, qui n'a pas l'État, et qui est prêt à vraiment lutter pour avoir son État, vous pouvez toujours facilement l'utiliser pour déstabiliser à un moment donné un des pays où ils vivent, les Turcs. Soit l'Irak, soit la Turquie, soit la Syrie, l'Iran même. Et cela a été utilisé comme ça. Je compare parfois, peut-être que je pêche, ça c'est peut-être le nationalisme serbe, excusez-moi, je ne peux pas m'en passer. Je dis c'est un peu le cas des Albanais dans les Balkans. Vous savez, ils choisissent les Albanais. Pourquoi? Pour que les Albanais ne vivent pas bien avec personne dans les Balkans. Ils ne sont pas bien intégrés, ils ont des problèmes avec tout le monde. C'est un peuple un peu différent des autres. Évidemment, vous avez ce peuple, vous l'aidez, ils ont l'idée d'une grande Albanie et tout ça. Vous payez un peu, vous travaillez comme ça, vous bombardez un peu la Serbie, là il y a maintenant la base, tout ça. Donc vous contrôlez la région puisque vous pouvez toujours, disons, maîtriser cette affaire-là, de créer un chaos s'il le faut et tout ça. C'est un peu ça avec les Kurdes. Et Erdogan, là, évidemment, il a son talon d'Achille, et ça reste pour la Turquie le problème des Kurdes, puisque les Turcs sont une nation tout à fait particulière. Ils sont très gentils comme ça, j'ai beaucoup d'amis en Turquie. En temps, il est prêt à fermer la voiture, vous montrer, aller avec vous 2 kilomètres pour vous montrer où est la rue, et comme ça, oublier qu'il est allé d'autre part, tout ça. Très gentil, il vous invite chez eux à la maison, tout ça, c'est bien. Mais il y a les thèmes où ils sont pratiquement intraitables. Intraitables. Parler du génocide des Arméniens, parler du Chypre, parler des Kurdes, c'est fini. Même les Turcs les plus évolués, les plus européanisés, vous grattez un peu, le néo-ottoman sort. C'est fini, c'est fini. Donc, je dois dire, il y a un aspect positif que j'aimerais voir, par exemple, chez les Serbes, je n'ose pas dire chez les Français. Ils respectent l'État, ils respectent la raison d'État, ils respectent la bandière, je parle italien, donc l'étendard, l'hymne, vous savez, vraiment, ils sont prêts. Demain, vous avez vu comment ils ont réagi le 15 quand Erdogan les a invités à aller contre le putsch. J'étais là, j'ai vu, ça, c'est pas un théâtre. Ils sont venus en centaines, en milliers, en se jetant bras nus sur les chars, et ils ont désarmé les soldats qui étaient armés, vraiment, puisqu'il croyait à cet homme, et il a créé, lui, Erdogan, une classe moyenne qui n'existait pas avant. Dans ces 20 dernières années, et c'est le plus grand changement de la Turquie, vous avez une nouvelle classe moyenne qui est satisfaite de sa position, et qui est prête à mourir pour celui qu'il croit lui a donné tout cela. Donc, c'est vraiment une réalité nouvelle, et j'ai le grand respect, disons, pour cette force de la nation turque, qu'ils ont un respect, disons, pour leur pays. Et c'est l'unique pays prétendant devenir un État européen, disons, de l'Union européenne, qui peut utiliser la force armée sans aucune décision du Parlement, sans aucune discussion. Et il y a des milliers qui peuvent mourir, ils vont couvrir des drapeaux, disons, leur tombe, ils vont donner les médailles aux membres de la famille, je simplifie un peu, ils seront tous satisfaits puisque ça s'est fait pour la patrie. Donc, un politicien qui a cette nation, et s'il a vraiment la force
de persuader les Turcs qu'il fait une bonne chose. Il a une excellente nation, vous savez, pour la politique. Et là, les gens ne le comprennent pas, c'est en Turquie tout à fait différent dans la plupart des pays dans la région et même en Europe. Donc, je dois finir un peu. Vous voyez combien de pages, mais ça, pour une autre fois, s'il y aura d'autres fois. Donc, la réconciliation entre la Turquie et la Russie aura lieu sur le terrain économique, d'ailleurs, on le sait. La seule annonce concrète à l'issue de cette réconciliation concerne l'économie avec la relance des relations commerciales et la reprise de la construction de gazoducs qui doit permettre à la Russie d'acheminer son gaz vers la Turquie en passant par la mer Noire et tout ça, on sait bien quels sont les problèmes de gazoducs. Donc, une chose tout à fait saine et normale, pourquoi pas, évidemment, s'il y a des raisons économiques, pourquoi pas le faire. Donc, il ne faut pas chercher une grande idéologie. Quoique je pense, moi, que ce sont les mouvements qui ont une importance historique et vraiment que l'histoire puisse être maintenant réorientée un peu avec le rôle de la Chine, avec la montée de la Russie, avec cette position de la Turquie, avec la crise de l'Union européenne, avec un chaos pour le moment dans le monde musulman arabe. Évidemment, tout ça, ce sont des éléments desquels puisse naître un nouveau ordre ou désordre, ou un ordre qui va passer d'abord par un désordre, et les choses vont changer. Là, quand on parle des continuités, des discontinuités, j'insiste toujours sur la juste mesure, qu'il faut voir les continuités dans les discontinuités et les discontinuités dans les continuités, puisque c'est ainsi que fonctionne l'histoire. Mais maintenant, je dirais, nous sommes dans une position d'être témoins de la création de vraiment un nouveau ordre mondial. Ça va peut-être durer assez, mais nous avons des éléments très très importants. Et je me souviens très bien, je serais triste si c'est vrai, il y avait un professeur français, en même temps orientaliste et juriste, Bloch, qui disait, il avait une table ronde en Italie, à Rimini, il y a une dizaine d'années, et on discutait, je ne sais pas de quelle projection de civilisation et tout ça. Il dit, mais monsieur, maman, est-ce que vous êtes conscient que ce que nous disons ici, dans cette vieille Europe, n'intéresse plus personne? Nous sommes devenus la périphérie du monde. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, réveillez-vous. Essayons de trouver notre place dans le monde. C'était il y a une quinzaine d'années, je l'écoutais. Maintenant, de plus en plus, nous, qui nous considérons européens, quoique par un concours de circonstances ne sommes pas membres de l'Union européenne, il n'y a pas une équation entre l'Union européenne et l'Europe, on se considère Europe. Dans les Balkans, on était triste à voir que l'Europe, de plus en plus, est en train de devenir la périphérie du monde entre les pays comme l'Amérique, la Russie, la Chine, et maintenant la Turquie voudrait entrer là-bas. Puisque, selon les prévisions, ou si vous voulez, les promesses d'Ahmed Davutoğlu et d'Erdogan, la Turquie devrait en 2023 devenir un des plus puissants pays, États du monde. En 2023, ironiquement, ce serait un centenaire de la révolution d'Atatürk. Mais sur disons, des prémices tout à fait différentes de celles d'Atatürk. Donc, c'est le temps, oui, j'ai largement dépassé le temps, je ne vais pas parler de mon conversation avec Ratzinger, je ne vais pas parler d'autre chose, et finalement, je stoppe ici, donc je ne peux pas aller au-delà, puisque je ne peux pas abuser de votre patience et de votre gentillesse, et merci de m'avoir supporté jusqu'à maintenant, merci.